Eh bien le bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien digéré les structures conditionnelles, parce que comme je vous l'avais dit à la fin de la dernière vidéo, aujourd'hui on va s'attaquer à un morceau plutôt sympa, mais qui a ses dangers. Allez, c'est parti. Pour rappel, il y a deux choses qui forment les structures de contrôle, les structures conditionnelles et les structures itératives. Dans la précédente vidéo, on avait vu les conditions, aujourd'hui on va voir les boucles. Tout d'abord, ça sert à quoi une boucle ? Une boucle, ça va permettre de répéter des instructions tant que la condition de continuité est vraie. Interprète! 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 Pas d'inquiétude, on va voir le détail pour que ce soit plus clair. Il existe trois boucles différentes. While, tant que, do while, faire tant que, et for, pour. On va commencer par la boucle while. La syntaxe de cette boucle est très simple. Il y a while, l'appel de la boucle. Entre parenthèses, on va mettre la condition de continuité. Et on va mettre une série d'instructions à effectuer, comme toute série d'instructions, entre accolades. On va donc pouvoir lire ça, tant que la condition est vraie, fais les instructions. Au niveau fonctionnement, la boucle va dans un premier temps vérifier si la condition de continuité est vraie. Si c'est le cas, elle va exécuter la liste d'instructions, puis, arrivée à la fin, elle va boucler, c'est-à-dire qu'elle va revenir au début pour revérifier la condition. Si l'instruction est encore vraie, elle va refaire les instructions. Puis, arrivée à la fin, elle va reboucler pour revérifier la condition. Si elle est vraie, elle va refaire les instructions, etc., etc., jusqu'à ce que la condition soit fausse. L'élément clé de cette boucle, c'est la vérification de la condition. En effet, les instructions ne seront exécutées que si la condition est vraie. Un petit exemple pour bien comprendre. Dans le jeu Arc, on peut lancer la construction d'un même objet plusieurs fois d'affilée, et donc entre guillemets créer une liste d'attente. Pour pouvoir construire, il faut avoir les matériaux nécessaires. Il va donc y avoir une répétition d'une même action, avec pour condition le fait d'avoir les matériaux nécessaires. Imaginons qu'il faut 9 bouts de bois pour faire un bâton, qu'on a 100 bouts de bois et qu'on veut lancer la construction automatique de bâton. On va commencer par déclarer nos variables. On va mettre une variable bois qu'on va initialiser à 100 et une variable bâton qu'on va initialiser à 0. Et on va dire, tant qu'on a plus de 9 bouts de bois, on crée des bâtons. On va donc écrire while, la condition de continuité bois supérieur ou égal à 9, et les instructions, pour créer un bâton, il faut utiliser 9 bois, donc on va écrire bois égale bois moins 9. Et enfin, le fait d'avoir créé un bâton, on va incrémenter la variable bâton. Donc là, notre boucle elle est faite, on va juste mettre un petit cout histoire d'afficher entre guillemets notre inventaire. On peut voir qu'on a fait 11 bâtons et qu'il nous reste un bout de bois. On voit bien que la boucle fonctionne et qu'elle a bien effectué les instructions qui étaient données. Maintenant, imaginons qu'on n'ait que 8 bois. On va donc modifier la valeur de l'initialisation de la variable bois et on va lancer. Vous voyez ? Il ne s'est rien passé parce que, comme on n'avait que 8 bois, la condition de continuité, elle était fausse. Du coup, les instructions n'ont pas été effectuées. Si on souhaite pouvoir exécuter les instructions au moins une fois, il faut donc bien s'assurer de respecter la condition. On va maintenant parler de la deuxième boucle, la boucle do while. Comme son nom l'indique, c'est quasiment la même boucle que while à un détail près. Vous allez comprendre en voyant la syntaxe. On va commencer par écrire do, suivi de la liste des instructions qui doivent être effectuées, donc comme d'habitude entre accolades, et enfin while, avec entre parenthèses la condition de continuité. La différence majeure, c'est que dans cette boucle, les instructions sont exécutées avant que la condition ne soit testée, vu que le test est à la fin. Cette boucle a donc ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que si on est sûr de vouloir faire les instructions, elle les lancera à coup sûr au moins une fois. L'inconvénient, c'est que comme il n'y a pas de test pour effectuer les actions, il faut vraiment s'assurer qu'elles peuvent être exécutées pour pas qu'il y ait de problème.
Ça peut donc être plus pratique que la boucle while, mais moins sécuritaire. Prenons un exemple d'utilisation. On va dire que votre personnage boit des potions de vie pour se guérir. Chaque potion restaure 50 points de vie et sa vie max est de 300 points de vie. Le nombre de potions, on s'en fout. On va donc créer nos variables. Une variable pour les PV max, qu'on va initialiser à 300. Une variable pour les PV actuels, qu'on va initialiser à 70 par exemple. Et une variable pour le nombre de PV que la potion restaure, on va l'appeler puissance potion, qu'on va initialiser à 50. Petite pause de secondes. On sait que dans les jeux vidéo, on peut boire une potion même si notre barre de vie est pleine. Ça fera rien à part nous consommer une potion de vie. Du coup, là comme on est sûr qu'on va boire une potion, il faut quand même qu'on arrive à déterminer dans quel cas on est. Est-ce que la potion va nous rendre 50 points de vie ou est-ce qu'elle va nous en rendre moins ? On va donc avoir deux cas possibles en fonction du nombre de points de vie qu'on a. Vous le voyez venir, on va mettre un if en place. On revient dans le code et on va écrire notre boucle. Do. Comme on va mettre les instructions, on met les accolades. On affiche un petit message histoire de voir où on en est. On va dire qu'on boit une potion. Et on met notre structure conditionnelle en place. On va commencer par le cas où il nous reste 250 points de vie ou moins, c'est-à-dire le cas où la potion va nous rendre 50 points de vie de manière sûre et certaine. On met donc if, entre parenthèses PV strictement inférieur à 251. On ouvre les accolades pour dire ce qu'on fait dans ce cas. On va dire que la potion nous restaure 50 points de vie. On va faire ensuite le petit calcul sur la variable point de vie actuelle. Donc on va écrire PV égale PV plus puissance potion. Et enfin, mettre un petit message pour nous montrer combien on a de points de vie. On enchaîne sur le sinon, sous-entendu si on a plus de 250 points de vie. Là, on va afficher un message qui nous dit que la potion nous restaure le nombre de points de vie qui nous manque. Donc on va mettre un petit calcul point de vie max moins point de vie actuel. Et comme nos points de vie actuels ne peuvent pas excéder le nombre de points de vie maximum, on va tout simplement affecter la valeur de la variable PV max à la variable PV. Toujours le petit message pour nous dire combien on a de points de vie, et on finit par déclarer la condition de continuité tant que les points de vie actuels sont strictement inférieurs au point de vie maximum. On exécute, et on voit qu'on a tous nos points de vie. On va maintenant parler de la troisième et dernière boucle, à savoir la boucle for. Celle-ci est un peu différente des deux autres et surtout elle est un peu plus complexe parce qu'elle va faire intervenir un compteur et des opérations sur ce compteur. Les autres boucles, on les utilisait pour faire des choses tant qu'une condition était vraie, sans pour autant connaître à l'avance le nombre de répétitions. La grosse nuance avec la boucle for, c'est que cette fois on va l'utiliser pour la lancer un certain nombre de fois bien défini à l'avance. J'espère que vous voyez la différence. Pour la syntaxe, on va avoir for, entre parenthèses, l'initialisation du compteur, la condition de continuité, qui va être basée sur le compteur, et l'incrémentation du compteur. Et ensuite, la série d'instructions entre accolades. On va tout de suite prendre un exemple pour que ce soit beaucoup plus simple à comprendre. Imaginez que vous avez 5 coffres que vous voulez ouvrir dans votre inventaire, mais ils ne s'ouvrent qu'un par un. On va donc répéter l'action d'ouvrir 5 fois. Comme d'habitude, on va commencer par créer nos variables. Donc on va avoir la variable coffre qu'on va initialiser à 5. Et on va dire que les coffres contiennent des pièces d'or, donc on va créer une variable PO qu'on va initialiser à 0. Ensuite, on va écrire for. On ouvre la parenthèse. Et là, comme le compteur, c'est une variable, on va directement le déclarer et l'initialiser ici. On va donc mettre int compteur, entre parenthèses 0. Alors, petite pause, il est bien sûr complètement possible de créer la variable compteur en même temps que les autres variables. Le truc, c'est que si on fait ça, la variable compteur continuera d'exister pour l'intégralité du programme. Alors que si on la déclare au moment de l'initialisation dans la boucle for, la variable existera mais uniquement dans la boucle for. En faisant ça, on va donc créer une variable poubelle qui va être créée uniquement pour ça et qui disparaîtra après utilisation, ce qui est la manière la plus répandue d'utiliser les compteurs. On va mettre ensuite la condition de continuité, à savoir compteur strictement inférieur à 5.
Alors oui, j'aurais pu l'initialiser à 1 et mettre en condition de continuité strictement inférieure à 6. Le truc, c'est que par rapport à ce qui va arriver bientôt, vaut mieux commencer à s'habituer au fait que l'état premier, ça soit 0 et pas 1. C'est pour ça qu'ici, je l'ai initialisé à 0 et je dis qu'il ne faut pas qu'il atteigne 5. L'autre avantage d'écrire comme ça, c'est qu'on voit tout de suite le nombre d'itérations qu'il va y avoir, à savoir 5. Et on finit par l'incrémentation, compteur plus plus. On ouvre ensuite les accolades pour mettre les instructions. On va mettre un message « Vous avez ouvert un coffre, vous gagnez 100 PO ». Vu qu'on a ouvert un coffre, on va décrémenter la variable coffre. On recalcule le nombre de PO qu'on a. Et on va mettre un petit message pour nous dire combien il nous reste de coffres à ouvrir. On sort de la boucle et on va afficher un message pour nous montrer combien de pièces d'or on a gagné. On exécute pour voir le résultat. Et voilà. Allez, on va faire un dernier exemple, un peu plus gros et un peu plus complet, dans lequel on va mettre en scène les structures conditionnelles et les structures itératives. On va organiser un combat entre notre personnage et un boss. Dans l'idée, j'aimerais bien essayer de faire un petit combat au tour par tour, avec un petit menu qui nous proposera soit d'attaquer, soit de se soigner, et le combat devra durer jusqu'à ce que l'un de nous deux meure. On va commencer par déterminer les variables dont on va avoir besoin. On va créer les points de vie max du perso à 300, les PV actuels du perso à 300 aussi, puisque le combat va commencer, les PV du boss à 300, oui c'est un petit boss, la puissance d'attaque du boss à 40, la puissance du personnage à 30, la puissance de soin de la potion, cette fois on va lui mettre 100, et enfin je vais créer une petite variable action que je ne vais pas initialiser, dans laquelle on stockera le choix qu'on fera dans le menu du combat. Ok, maintenant passons à l'action. Comme on sait que le combat va durer jusqu'à ce que les points de vie du boss ou du personnage arrivent à 0, et qu'au début du combat il y aura forcément une action qui va être générée, je propose de mettre en place une boucle do-while. On va donc écrire do, et on ouvre l'accolade. Donc maintenant réfléchissons à la tête qu'aura l'écran de combat. Il faudrait que les points de vie du boss apparaissent, et également ceux du personnage, pour qu'on sache où en est le combat. On va donc afficher ça avec un cout pour chacun. Ensuite, un petit message qui va nous demander qu'est-ce qu'on veut faire. Et on va afficher le menu. Et on va stocker notre choix dans la variable action. Comme on va avoir un menu avec des choix bien définis, on va pouvoir mettre un switch en place qui va se baser sur la variable action. Premier cas, celui où on choisit d'attaquer. On va afficher le fait qu'on attaque. On va recalculer les PV du boss en fonction des dégâts qu'on lui inflige. Et on n'oublie pas de mettre un petit break pour terminer le cas. Cas numéro 2, celui où on choisit de se soigner. On va reprendre l'exemple de tout à l'heure avec la potion qu'on va un peu mieux écrire. Sur le même principe qu'on avait vu avant, on sait qu'on va avoir différents cas de figure en fonction de nos points de vie. Le premier cas, ça va être si nos points de vie sont strictement inférieurs à 200. Dans ce cas-là, on va afficher que la potion nous restaure l'intégralité de ses capacités, à savoir 100 PV. Et on recalcule les points de vie actuels du personnage. On va enchaîner avec le cas où les points de vie du personnage sont compris entre 201 et 299. Comme c'est un autre cas bien précis, on va mettre un else if, et pour écrire le compris entre, on va écrire PV perso supérieur ou égal à 201 et PV perso strictement inférieur à 300. Pour rappel, pour que la condition soit vraie avec l'opérateur et, il faut que les deux comparaisons soient vraies. D'où le compris entre 201 et 299. Dans ce cas-là, on va dire qu'on se soigne et qu'on va restaurer la différence entre les PV max du personnage et les PV actuels. Comme on se soigne l'intégralité des points de vie qui nous manquaient, les PV actuels du personnage vont prendre la valeur des PV max. On va terminer par un sinon, sous-entendu si on est à 300 PV, à ce moment-là, nos PV ils sont au max, donc on va rien se soigner. Ce qui clôture l'action de se soigner. On va donc mettre un break. Il nous reste à voir le cas par défaut du menu, c'est-à-dire si on ne choisit ni d'attaquer ni de se soigner,
à ce moment-là, on fait rien. Et on n'oublie pas le break. Donc là, on a fini notre action. Ça va être au tour du boss. On va dire alors qu'il nous attaque et qu'il va nous infliger sa puissance en points de dégâts. Et on recalcule les points de vie du personnage. Tout ça représente une phase de combat. C'est là-dessus qu'il va falloir boucler. Et c'est donc ici qu'on va écrire while, avec notre condition de continuité, à savoir que les PV du perso doivent être supérieurs à 0 et les PV du boss également supérieurs à 0. Si on sort de là, ça veut dire que soit le boss, soit le personnage a perdu le combat. On va donc écrire si les points de vie du boss sont inférieurs ou égaux à 0, c'est lui qui a perdu, donc on a vaincu le boss. Sinon, sous-entendu ce sont les points de vie du personnage qui sont inférieurs ou égaux à 0, à ce moment-là, dommage, on est mort, on réessayera plus tard. Lançons un petit combat pour voir ce que ça donne. C'est plutôt pas mal, je trouve. Après, faut dire, c'est quand même un peu moche. Allez, petit bonus. On va pouvoir rendre ça un peu plus joli et dynamique grâce à une petite astuce. Sur Windows, dans l'invite de commande, vous savez cette petite fenêtre noire qui ressemble à la console, il existe une commande qui permet d'effacer tout ce qu'on a tapé et les résultats pour entre guillemets nettoyer la fenêtre. La commande c'est CLS, pour Clear Screen. En C++, il est complètement possible de faire exactement la même chose dans la console. Pour ça, on va indiquer dans le programme qu'on va faire appel au système pour lui injecter la commande CLS. Grâce à ça, on va avoir tout simplement un rafraîchissement des informations affichées dans la console. On va donc rajouter la ligne système CLS dans le programme et faire quelques ajustements pour avoir un affichage correct. Tout d'abord, je vais rajouter une variable de type string que je vais appeler resultour, qui en gros sera le résultat du tour précédent. Ensuite, dans mon switch, les messages que je voulais afficher dans des cout, je vais plutôt les enregistrer dans la variable resultour. Et à chaque fois que je voulais afficher la valeur d'une variable, je vais devoir faire une petite opération dessus. En fait, on ne peut pas stocker une valeur numérique dans une variable de type string. Il faut donc faire une conversion de la valeur numérique en chaîne de caractères. Et ceci est faisable grâce à la fonction toString. Il va aussi y avoir le problème du NL. Comme c'est une option du cout, mais que là il n'y a pas de cout, on va donc utiliser le caractère d'échappement anti/n, qui va avoir exactement le même effet, revenir à la ligne. On fait donc les changements partout où il y en a besoin, et on relance un combat pour voir ce que ça donne. C'est quand même beaucoup mieux et on gagne vachement en dynamisme. Mais ça vous fait pas penser à un truc ? Attendez, je fais quelques modifications d'affichage. Je rajoute un menu dans le menu. Et là, ça vous rappelle rien ? Et là, ça vous rappelle vraiment rien ? Et pourtant, le principe d'écriture est complètement le même. J'ai simplement ajouté des cout histoire d'habiller l'affichage pour qu'il corresponde à l'interface de combat de Pokémon. Là où je suis allé un tout petit peu plus loin, c'est que j'ai imbriqué un switch dans un switch histoire de pouvoir reproduire les menus du combat. Bon, c'est pas 100% fidèle, mais c'était pour donner une petite idée quand même. Mine de rien, avec un peu d'imagination, on commence à pouvoir faire des choses vraiment intéressantes. Et voilà, c'est fini, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à revoir la vidéo, mettre pause là où vous avez besoin de relire ce qu'il y a d'écrit, et surtout pratiquer. Imaginez des scènes à coder et essayez de le faire comme là j'ai fait avec Pokémon. Encore une fois, la meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.